This summer, serve up the Cookout Classics, Oscar Mayer hot dogs and Heinz mustard. Grill up a dog, add classic yellow mustard, or loaded Chicago style. We all know it's not a cookout without Oscar Mayer and Heinz. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je fais ce podcast ce soir parce que je suis dans ma toute dernière chambre d'hôtel aux États-Unis, à Austin, au Texas. Ça fait exactement 89 jours que je suis aux États-Unis. Mon périple de 3 mois prend fin demain à 6h. Je décolle pour la France. Et je vous avoue que c'est la première fois que je ressens un sentiment aussi chelou qui est d'être très contente de rentrer parce que je vais retrouver mon chéri, mes chevaux, mon chien, ma vie, mes copains, ma famille. Et en même temps, je suis extrêmement triste que cette aventure soit déjà finie. Alors ça peut paraître bizarre de dire déjà finie parce que ça fait 3 mois que je vis cette aventure. Et j'ai l'impression que c'est passé hyper lentement, mais en même temps hyper vite. C'est un sentiment super chelou et je l'avais jamais vécu auparavant, mais en même temps, hein, c'est pas tous les 4 matins que je pars 3 mois aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on me l'avait dit, j'ai plusieurs copines, notamment Mama de Radio Mama, que vous connaissez sûrement sur les podcasts, et Mathilde de Dance With Him, autrement sur les réseaux sociaux. Eh bien, elle me l'avait dit parce qu'elle avait déjà passé quelques mois dans un pays étranger. Et elle me l'avait dit, elle m'a dit, tu verras, ça va passer super vite. Et c'est totalement vrai, c'est passé hyper vite. J'ai aussi Clémence de Volt qui m'avait dit, de la marque Volt, hein, que vous connaissez sûrement, les super fringues pour les cavaliers, qui avait passé, je crois, ces 3 mois en Irlande, si je dis pas de bêtises, ou en Angleterre, et qui m'avait dit, pareil, mais tu vas voir, Steph, ça va passer trop vite. C'est totalement vrai. C'est un truc de malade. C'est passé hyper vite. J'ai l'impression d'être arrivée hier. En plus, c'est un peu chelou parce que j'avais pris un aller-retour Austin, France. Et du coup, je reviens à Austin j'ai commencé à Austin mon voyage et je termine à Austin mon voyage. Et c'est hyper chelou comme ambiance parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir bouclé la boucle, en fait. Et je suis plus la même personne, quoi. C'est trop bizarre. Donc ce podcast ce soir, vous l'aurez compris, c'est le bilan de ces 3 mois. Mais je vais également vous expliquer comment j'ai organisé mon voyage, parce que ça a été des questions que vous m'avez posées tout au long de mon voyage. Mais comment t'as fait pour savoir quoi visiter? Est-ce que t'as pris un tour opérateur? Est-ce que tu as pris une agence? Est-ce que tu connaissais des gens? Donc je vais tout vous expliquer dans ce podcast. Ça va être un mix de déchargement émotionnel perso, hein, je vous le cache pas, parce que j'ai besoin de faire ce podcast ce soir. Je voulais le faire quand je serais rentrée en France, en fait. Et non, ce soir, je pense que j'en ai besoin d'évacuer. J'ai besoin de parler de ce voyage. Je pense que ce podcast va être très long. Donc, si vous n'êtes pas prêt à écouter un podcast long, vous pouvez le garder pour plus tard. Mais en tout cas, si vous avez envie d'écouter ce podcast et que vous êtes tranquillement installé dans la voiture pour certains et pour d'autres chez vous, eh bien, faites-vous plaisir. Donc voilà, l'aventure, elle a commencé en janvier 2026, le 28 janvier 2026, et on est aujourd'hui le 26 avril 2026, et demain, je repars pour la France le 27 avril 2026. Je vous avoue que c'est fou. C'est le bilan que j'en tire, on va pas rentrer dans les détails parce que pour les gens qui m'ont suivi tout au long du voyage sur les réseaux sociaux, enfin si, on va pas rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer quand même ce que j'ai visité. Donc je suis arrivée à Austin, au Texas. À la base, ce voyage, je devais rester, alors à la base des bases, je devais rester au Texas pendant 1 mois, puis après partir en Caroline du Nord ou Caroline du Sud pendant 1 mois, et dans le Kentucky ou Caroline du Sud, Caroline du Nord. Pendant 1 mois. C'était ça le deal. Je devais vraiment rester dans le coin.
Et en fait, pour le boulot, hein, c'était vraiment pour découvrir exclusivement la culture équestre du Texas, des Carolines et du Kentucky, visiter des événements équestres comme du rodéo, des choses comme ça, découvrir vraiment le western style. Et en fait, quand j'ai pris l'avion, je suis partie de Madrid, donc j'ai fait Nantes-Madrid, Dallas. Quand j'ai pris l'avion à Nantes, je me suis dit, Steph, c'est peut-être la seule fois dans ta vie où tu passeras autant de temps aux États-Unis, c'est-à-dire 3 mois. Tu as plein de rêves de gamine, en fait, à faire aux États-Unis. Fuck, en fait, ton premier projet de rester au Texas, etc., comme je viens de vous expliquer. Profite de la vie, elle est trop courte. Vas-y, tu vis ton rêve, quoi. Tu vis tous tes rêves. Et en fait, je me suis mis dans l'avion à faire une liste, parce que je les avais dans la tête, mais je les avais jamais listés. Tous mes rêves de gamine liés aux États-Unis. Alors, j'en avais déjà réalisé quelques-uns, comme voir la Statue de la Liberté. Ça fait 4 fois que je viens aux États-Unis, dont 3 fois pour les vacances. Et là, c'était vraiment 3 mois, on a le temps d'en faire des trucs. Et en fait, je me suis mise à lister tout ce qui me faisait rêver. Donc, aller nager à Hawaï, voir les canyons, aller à Las Vegas, découvrir comment montent les cow-boys, découvrir la culture native américaine, ce qu'on appelle nous les Indiens. Qu'est-ce que j'avais comme rêve? Découvrir San Francisco, voir un séquoia pour de vrai. Je crois que j'en oublie plein, mais bref, j'avais plein de rêves comme ça. Aller dans le Montana, bien entendu. Pour ceux qui sont dans l'équestre, le Montana, c'est un peu le rêve, etc. Et au final, je me suis dit, eh bien, j'ai 3 mois pour tout faire. Alors, il y en a quelques-uns, comme voir des baleines. J'ai essayé de les voir, je ne les ai pas vues. Ça n'a pas fonctionné. Et j'avais également roulé sur la route 66. J'ai failli le faire, mais ça me faisait faire en fait un détour de plus de 3 heures. Et étant donné que j'étais seule à conduire dans le désert, j'ai préféré jouer la sécurité. Il y avait déjà beaucoup de routes, je faisais 6-7 heures de route, tout seul, sans dormir. Je faisais juste une petite pause pipi, puis manger. C'était pas déjà super cool, super fun. Donc rajouter en plus 3 heures à ça, c'était pas safe. Donc je l'ai pas fait. Mais globalement, j'ai tout réalisé. Et en fait, mon voyage a changé à ce moment-là, à l'aller dans l'avion. Et quand j'ai décidé ça, quand j'ai atterri à Dallas, il a fallu qu'on passe la sécurité. Alors, si vous avez écouté mes podcasts, vous savez que ça a été une épopée, que je suis restée kéblo à la douane parce que la meuf, elle comprenait pas qu'est-ce que je venais faire pendant 3 mois ici sans bosser. Donc, j'ai failli repartir en France, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Ils m'ont laissé passer. Et j'ai pu commencer mon voyage. Donc j'ai commencé à Austin. J'avais réservé un appart-hôtel pendant 3 semaines. J'y suis donc restée 3 semaines et après mon périple a commencé. Alors oui, il y avait la Louisiane aussi dans mes rêves de gosse, de voir la Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Et j'ai tout fait. Donc je suis partie du Texas. Je suis 3 semaines. Je suis partie en Louisiane pendant 15 jours. J'ai fait 15 jours à Lafayette, un peu plus de 15 jours à Lafayette, 5 jours à la Nouvelle-Orléans. Le bilan, on va faire des bilans à chaque fois pour vous aiguiller. Je vais vraiment être sans filtre avec vous. Je vais vraiment vous dire ce que j'ai ressenti pour chaque étape de voyage. Et ensuite, je vous expliquerai comment j'ai organisé mon voyage. Donc le Texas, ça a été une belle surprise. Alors il y a des choses dans la culture texane que je n'aime pas, notamment la chasse. Moi j'appelle ça du braconnage chez eux. Ils sont clairement fada avec ça. Je ne supporte pas ça. Donc, tous les espèces de bolos qui sont pro la chasse, pro buter les animaux sauvages et tout le bordel, je me suis fait assassiner sur les réseaux quand j'ai dit que j'avais visité un magasin de braconnage, mais pour voir des rhinocéros et des lions, je suis désolée, mais pour moi, c'est du braconnage. Enfin bref, ça c'est un débat, mais personne ne pourra me convaincre que tuer des animaux pour le plaisir, sans bouffer la viande et sans s'en servir, c'est bien, donc il n'y a pas de débat à avoir. Oui, je suis fermée, les gars, je suis totalement fermée sur ce sujet. Je ne peux pas supporter qu'on bute des animaux pour le plaisir sans que ça ait une utilité. Donc le Texas, j'aime beaucoup la culture texane dans sa globalité, parce que ce sont des gens qui sont très bien éduqués, surtout les hommes. C'est vraiment des gentlemen, faut le dire.
j'ai pas rencontré tous les Texans, mais en tout cas, quand je suis sortie le soir sur Austin, les hommes étaient très bien éduqués. Les hommes que j'ai rencontrés durant mon périple au Texas, très bien éduqués. J'ai pu découvrir donc le western style et toute la culture cow-boy et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai pu faire du roping, j'ai pu faire du barrel racing, j'ai pu faire du cattle drive. Ça, c'était en Louisiane, cattle driving. Donc j'ai découvert vraiment un petit peu le western, j'ai beaucoup aimé, j'ai été voir plusieurs rodéos au Texas et j'ai beaucoup aimé, même si il y a des disciplines que j'aime beaucoup moins que d'autres parce que j'aime beaucoup le breakaway roping puisque quand on chope le petit veau avec la corde, on lâche la corde, donc le petit veau n'a pas mal. Après il y a le je sais plus quoi down roping où là où ils tirent sur le veau comme des bâtards et puis ils te le saucissonnent. Bon ça je suis pas fan, clairement je suis pas fan. J'aime beaucoup. Alors je sais que ça va être sujet à polémique, mais quand il buck, en fait, quand le mec est dessus sur les chevaux et qu'il rue, alors faut savoir que les chevaux ne souffrent pas, les gars. Hein, ça dure seulement 8 secondes ce rodéo-là, et ils vivent toute l'année dans des ranchs en pleine liberté. Ils sont éduqués pour ça, et pour l'avoir vu de mes propres yeux, ce n'est pas une sangle qui fait mal, c'est une sangle qui est assez serrée, mais en mouton. Qui n'est clairement pas plus serré que les sangles que l'on met sur la selle. Je l'ai vu de mes propres yeux plusieurs fois, donc je peux en attester, c'est vrai. Et ils ne sont pas du tout maltraités, puisque au bout des 8 secondes, il y a des mecs qui viennent exprès enlever la sangle tout de suite pour que le cheval arrête de ruer. Et le cheval s'arrête instantanément, il reprend son calme, et c'est fini pour lui. Il fait ça une fois dans son week-end. Voilà. Et après, c'est terminé, il retourne au pré avec ses copains. Donc, je trouve que c'est bien plus éthique, j'ai envie de dire, qu'un cheval qui resterait au box du mercredi au dimanche soir pour faire une épreuve de chasse le jeudi, une épreuve de vitesse le vendredi, une épreuve de Grand Prix le samedi, une épreuve de Grand Prix barrage le dimanche. Voilà, ça reste discutable aussi, mais c'est vrai que c'est pas notre culture. Donc moi j'étais très choquée au début du rodéo, je me suis dit waouh, c'est quoi cette merde? Et en fait, quand on s'intéresse vraiment à la culture et qu'on demande des informations aux gens et qu'on demande à ce qu'on nous explique et qu'on demande à savoir comment le cheval vit, etc., on s'aperçoit que finalement, les chevaux ne sont vraiment pas malheureux et sont respectés. Je dis sont respectés pour la plupart parce qu'il y a forcément des connards aussi en rodéo et en western, les gars. Hein. Les connards, il y en a partout. Il y en a autant dans l'équitation classique que dans l'équitation western. Mais nous, dans notre culture, moi j'avais beaucoup d'a priori pour le rodéo. Et en fait, en découvrant ça vraiment de l'intérieur, je trouve que c'est quand même beaucoup moins horrible que ce qu'on pensait. Et c'est pas horrible du tout, puisque en fait, le cheval ne souffre pas, hein, clairement, faut le préciser. Et ça, je peux en attester, puisque j'ai été témoin de ça. Donc j'ai découvert ça, j'ai découvert que justement on ne se faisait pas souffrir les chevaux dans le western. Hein. Enfin après il y a des connards partout, hein, comme je viens de le dire, mais en tout cas j'ai rencontré des gens bien, qui respectaient beaucoup leurs chevaux et qui en prenaient grand soin et surtout qui vivaient en totale liberté, hein, presque en totale liberté, il faut se le dire. Ils vivent dans des hackers et des hackers et des hackers. Et les hackers c'est le métrique que eux ils ont ici aux États-Unis qui pour nous correspond à des hectares et mais c'est tellement immense, si vous voulez, que pour moi, les chevaux vivent en liberté. Ils sont en troupeau, enfin, bref, ils ont une belle vie. On peut le dire. Pour ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, ils ont une belle vie. Ensuite, donc, je suis partie en Louisiane, où j'ai voulu découvrir la culture cajun. Et j'ai voulu découvrir un petit peu, en Louisiane, il y a beaucoup de Français hein, qui sont issus, les Acadiens, si je ne dis pas de bêtises, qui sont issus du Canada, des immigrants des immigrés Canada, pardon, je ne sais plus parler français depuis que je suis ici, c'est une catastrophe. Des immigrés du Canada qui sont venus donc en Louisiane et qui ont colonisé un petit peu la Louisiane. Pour être totalement transparente avec vous, la Louisiane, pour moi, c'est un véritable fiasco. Autant au niveau des gens que j'ai pu rencontrer, ce sont, pour ma part, les gens que j'ai rencontrés ne partageaient pas du tout la même éthique humaine. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous le savez, c'est une terre d'esclavage et il y a énormément de racisme.
malheureusement, encore aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose que je ne cautionne absolument pas. Donc la Louisiane, ça ne m'a pas du tout transcendée, bien au contraire. Je me suis sentie très mal à l'aise. Mais vraiment, pendant ces 15 jours, extrêmement mal à l'aise en Louisiane. C'est très mal famé, il y a beaucoup de criminalité. Pour vous donner un exemple, j'étais pourtant à Lafayette, qui est une petite ville censée être tranquille. J'ai quand même eu les flics en bas de mon appart-hôtel 2 fois, des mecs qui foutaient le dawa la nuit, mais ils faisaient, c'est du trafic, faut se le dire clairement. Alors moi j'avais la fenêtre qui donnait devant, donc je voyais tout. Et pourtant, Lafayette, c'est censé être une des villes de Louisiane les plus safe. Donc, quand on est une femme dans la rue et qu'on se promène seule, autant vous dire qu'on est reluqué de la tête aux pieds. Il y a beaucoup de Blancs donc, qui habitent en Louisiane, qui sont encore, j'en ai rencontré, très racistes envers les personnes de couleur. Et moi, c'est pas possible, ce n'est pas possible, je ne cautionne absolument pas ça. Donc je me suis vraiment pas sentie à ma place en Louisiane, très mal à l'aise parce que tu te balades dans la rue, que ce soit à Lafayette ou à la Nouvelle-Orléans, t'es pas en sécurité. Clairement, t'es pas en sécurité. J'ai dû acheter un pepper spray, donc une bombe lacrymo, et un sifflet, une alarme, pour pouvoir me défendre au cas où à la Nouvelle-Orléans et à Lafayette. C'est pour vous expliquer le taux de danger qu'il peut y avoir. À partir de la nuit tombée, tu sors plus de l'hôtel. C'est surtout pas quand tu es une femme seule à la Nouvelle-Orléans. Ça craint de oufissime. C'est une catastrophe. Clairement, il est 18h, il fait nuit, tu restes dans ton hôtel. Pourquoi ? Tous les zombies, tous les drogués, tous les machins sortent. La Nouvelle-Orléans, c'est hyper craignos. Et vraiment, c'est pas qu'ils aiment pas les touristes, mais t'es pas le bienvenu, quoi. Tu sens que t'es pas le bienvenu. Et moi, j'étais toute seule, donc j'avais besoin quand même de me mettre en sécurité et de faire gaffe. Clairement, à la Nouvelle-Orléans, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je me suis sentie bien. Enfin, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où je me suis sentie bien, clairement. J'étais pas en accord avec la culture, avec les gens, avec ce qui s'était passé dans cet état. C'est très marqué encore, tout ce qui est esclavage et tout ça. C'est une terre de douleur, c'est une terre de souffrance, c'est une terre hantée. Là-bas, j'ai vécu, alors moi qui suis hyper cartésienne, une expérience paranormale complètement what the fuck, avec un lit qui tanguait comme si j'étais dans un bateau uniquement de 3h du matin à 5h du matin, et de 5h à 5h10 du matin, une odeur de décomposition de corps dans ma chambre qui partait comme ça au bout de 10 minutes. Tous les jours, pendant 4 jours, à la Nouvelle-Orléans. J'ai jamais vécu ça dans ma vie autrement. Et franchement, je vois plus du tout comment dirais-je. Moi, je crois absolument pas aux fantômes et tout ça. Aujourd'hui, clairement, je vais vous le dire, clairement aujourd'hui, je suis plus si sûre que ça, vraiment, parce que cette expérience-là m'a complètement scotchée. J'ai jamais vécu un truc comme ça auparavant. Vraiment, la Louisiane, j'ai vécu des trucs vraiment dingues. C'était vraiment, mais dans le mauvais sens du terme. J'avais mal au ventre tout le temps, une sensation de peur, d'angoisse, vraiment mal-être, une terre vraiment ancrée dans le sang, dans la souffrance. Ah, vraiment horrible. Mais la Louisiane, j'ai détesté. Mais en plus, alors pour être totalement objectif, c'est moche. C'est moche. C'est tout plat, c'est que des marécages. Alors, il y a quelques petits endroits qui sont magnifiques. J'ai fait le lac Martin, Lake Martin, qui est très joli. Bon, voilà, point final. Le French Quarter à la Nouvelle-Orléans, le quartier français, l'architecture est jolie, point barre. J'ai vu un steamboat comme dans Tom Sawyer, voilà, c'est tout. Pourtant, j'ai fait un road trip en Louisiane. Je suis partie de Lafayette, je suis partie du Texas exactement, je suis partie d'Austin, j'ai descendu le Texas et j'ai traversé toute la Louisiane en voiture jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc j'ai quand même vu un bon paquet de la Louisiane. J'ai été au courir de Mardi Gras de je ne sais plus quelle ville, Eunice, nul à chier. Je vais mesurer mes propos parce que je pense que je deviens même plus objectif sur la Louisiane tellement j'ai détesté. C'est folklorique, c'est super sympa, ils font la fête dans la rue, c'est Mardi Gras, ils sont tous beurrés comme des coins, ils courent après des coqs moitié morts parce qu'ils en ont rien à foutre des animaux. Les chevaux sont dans des états pas possibles d'épuisement, maigres, moches,
Non, c'est des barbares. Non, clairement, franchement, à Uni, c'est des barbares. J'ai vraiment pas kiffé. Non, la Louisiane, franchement, j'en garderai pas un bon souvenir, malheureusement. J'ai subi vraiment les 15 jours en Louisiane. J'avais qu'une hâte, c'était de partir. Ça m'a foutu en dépression parce qu'il n'y a que du négatif. Enfin, vraiment, vu l'histoire de cet État, c'est compliqué, en fait, je pense, qu'il n'y ait pas de séquelles, en fait, tout simplement. Et il y a aussi quelque chose qui est assez curieux. Ils ont une religion là-bas qui est considérée comme une religion. Je précise, je ne me trompe pas en disant que c'est une religion. Ils sont vaudous. Donc, nous, ça nous paraît de la magie noire, des trucs comme ça, mais là-bas, c'est une religion. Ça fait partie d'une des religions de la Louisiane, notamment de la Nouvelle-Orléans. Ce qui fait que moi, du coup, avec ce qui m'est arrivé, là, l'espèce de bateau fantôme qui tanguait dans mon lit, là, franchement, j'étais pas du tout sereine. J'ai vu plusieurs personnes dans la rue faire du vaudou sur des touristes. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé après pour cette touriste-là, mais j'ai vu la personne arnaquer, embrigader la touriste en lui faisant croire qu'elle lui offrait des choses. Et en fait, elle était en train de lui faire des manips vaudou, quoi. Alors, dans quel but ? Je ne sais pas. Non, franchement, la Louisiane, si un jour, si vous aviez envie d'aller voir la Louisiane, je ne vais pas vous encourager à aller voir la Louisiane. Très sincèrement. En plus, la bouffe, moi, on m'en a vendu du rêve en me disant la bouffe cajun, c'est incroyable. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. C'est plein de gras, c'est très, très, très... c'est du gras, de la friture, et du gras sur de la friture, et de la sauce grasse sur de la friture. C'est dégueulasse. Je sais qu'il y aura peut-être des amoureux de la Louisiane qui vont me défoncer après ce podcast. Vous aurez raison si vous kiffez la Louisiane. Mais je précise encore que c'est subjectif. Moi, mon expérience a fait que je n'ai pas aimé. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que j'aurais voulu... je voulais absolument aller voir la Louisiane. Moi, ça me fascinait. J'étais fanat de la Nouvelle-Orléans, du jazz et tout. Je m'attendais à voir un truc extraordinaire. Et au final, j'étais extrêmement déçue. Donc, je ne regrette pas de l'avoir fait comme ça. Je sais que la Louisiane, plus jamais, j'y remettrai les pieds, clairement. Mais c'est vraiment pas le meilleur moment que j'ai passé, quoi. Donc ensuite, après la Louisiane, je suis partie dans les déserts, donc Nevada, Las Vegas. Et de Las Vegas, donc j'ai visité Las Vegas. Clairement, c'est what the fuck. Mais dans le bon sens du terme, c'est vraiment incroyable. Alors, c'est une catastrophe écologique, on est d'accord. Mais je pense que Las Vegas, c'est à faire une fois dans sa vie avec une bande de potes. Moi, le seul regret que j'ai eu à Las Vegas, c'est d'être seule et pas avoir pu faire la fête avec mes potes, en fait. Parce que tout est fait pour que tu fasses la fête non-stop et c'est incroyable. C'est vrai, il y a vraiment une ambiance de dingue à Las Vegas. C'est pas que les casinos, il y a des boîtes de nuit, il y a des attractions, c'est Disneyland oversize, quoi. C'est incroyable. Et ils sont complètement fous. Ils ont reproduit Venise dans un casino. Enfin, c'est vraiment à voir une fois dans sa vie. Las Vegas, c'est vraiment what the fuck. Par contre, tu y passes 3 jours, t'as tout vu. Mais autour de Las Vegas, il y a vraiment un paysage extraordinaire qui est méconnu, qui est magnifique, notamment Valley of Fire, qui est un canyon super, une vallée, comme son nom l'indique, super beau à voir. Il y a Red Rock Canyon. Red Rock, c'est vraiment magnifique. Alors moi, je regrette parce que j'ai pas fait de rando à Red Rocks parce que j'étais crevée. Et du coup, en fait, j'ai juste fait en voiture. J'ai juste passé le canyon en voiture. On a tout un circuit à faire, donc on peut profiter de la vue. C'est pas le problème, j'ai bien profité de la vue, mais je suis pas rentrée dans les canyons et tout. Donc je regrette un peu ça. Il y a le Mount Charleston à faire à Las Vegas, qui est une montagne. Donc il fait frais, on est à la montagne, c'est incroyable, c'est hyper dépaysant, c'est à 30 minutes de Las Vegas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Las Vegas, c'est une immense ville au milieu de nulle part. Donc tout autour, c'est la nature. Et quand t'aimes la nature, c'est génial. Tu peux faire la ville et la nature. Donc, moi, j'ai vraiment kiffé Vegas et ses alentours. Il y a le Hoover Dam à faire, qui est un barrage immense, hyper haut. Et c'est incroyable à vue. Enfin, il y a beaucoup de trucs super sympas à faire autour de Las Vegas. Après, je suis partie dans l'Utah. L'Utah, j'ai fait beaucoup de canyons. Je suis partie ensuite Utah, Arizona, puisque j'ai fait pas mal de canyons, j'ai fait pas mal de parcs.
notamment comme Zion, Archies, Monument Valley qui est en Arizona. J'ai fait Antelope Canyon à Page en Arizona. J'ai fait Canyonlands, Horseshoe Bend. J'ai fait beaucoup. J'ai fait tous les canyons sauf Death Valley, mais Death Valley c'est à côté de Las Vegas. Enfin bref, je vais dire une connerie parce que je ne l'ai pas fait, donc je ne sais plus où il est. J'ai pas fait Death Valley parce que je ne pouvais pas tout faire. Et j'ai pas fait le Grand Canyon non plus puisque j'étais trop tôt dans la saison et l'entrée qui était la plus proche de moi était fermée. Donc je ne l'ai pas fait, l'entrée nord je crois. Donc je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait tout un road trip en fait en Utah, Arizona, Nevada. Quoi vous dire ? C'était magique, c'était incroyable. C'est vraiment des très très bons moments. C'est les images qu'on a dans la tête du Far West. C'est les images qu'on a dans la tête de vieux films western. C'est magique. Et les déserts, alors moi j'ai cette expression, je ne sais pas d'où ça me vient parce que c'est peut-être mal dit, mais ça lave en fait. Moi je me suis sentie purifiée. Voilà, purifiée, c'est plus le mot que laver. Purifiée. Je suis ressortie des déserts. Alors autant en Louisiane, j'étais polluée de ouf, hein, vous imaginez, avec toutes les bad vibes. Et le désert, ça m'a purifiée. Mais purifiée. Et en fait, mon voyage, ça a été ça. Ça a été vraiment tout un long chemin de vie où en fait, j'ai vécu des expériences difficiles en Louisiane. Je vous en raconterai une. J'ai pas raconté là, mais j'ai vécu pas un super bon moment non plus avec une personne en Louisiane, un mec chelou. Je vous la raconterai dans un podcast à part, je pense, quand je serai prête à le dire et à raconter. Parce que c'est délicat. J'ai pas envie d'afficher les gens et en même temps, j'ai pas envie de laisser ça sans le dire. Donc je le raconterai dans un autre podcast quand je serai prête. Vous le saurez. Mais ouais, Louisiane, bad vibes et les déserts, ça te purifie de ouf. Tu vois, les paysages sont tellement immenses que, en fait, on n'a pas cette notion en France d'immensité. Je peux pas vous expliquer avec des mots ce que ça veut dire, mais en fait, c'est tellement à perte de vue que, en fait, c'est sans fin et on a l'impression d'être complètement seul au monde dans ces canyons et on peut y passer des heures, des jours, sans aucun bruit, sans aucune civilisation et c'est complètement magique. J'y ai passé des jours entiers à faire des randos dans ces canyons, à être seule avec moi-même, à parler à personne, à être dans la nature. Ça m'a complètement purifiée, rechargée. Ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie à ma place. J'ai vécu des émotions très intenses. Quand je suis arrivée à Monument Valley, c'est complètement à part. Monument Valley, il y a une espèce de vibe. C'est très spirituel comme endroit par les natifs américains, ce nous on appelle communément les Indiens, mais ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Donc ils aiment qu'on les appelle les natives, American Natives, donc les natifs américains. Et ils sont tellement très spirituels. Et ce lieu, le Monument Valley, est très chargé spirituellement. C'est vraiment une expérience. C'est le mot. Monument Valley, c'est une expérience. Il faut le faire pour comprendre ce qui se passe. On a une espèce d'émotion qui vient, on ressent les good vibes. C'est vraiment très spirituel. Moi, je suis pas croyante, hein, je suis athée. Je suis pas quelqu'un de spirituel pour dessous pourtant. Et là, j'étais en pleine spiritualité, quoi. Je peux vous dire, j'ai médité tout le long de Monument Valley. J'étais vraiment... le mot spiritualité, ça définit vraiment Monument Valley. C'était vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai fait tous les canyons, c'était génialissime. Après, je suis partie en Californie. Je suis partie à San Francisco pour visiter cette ville parce que j'avais déjà fait la Californie du Sud avec Los Angeles dans un voyage précédent que j'avais beaucoup aimé. Alors pas Los Angeles, mais la Californie du Sud, Santa Monica, Santa Barbara, tout ça, c'est super chouette. San Diego, etc. Et en fait, San Francisco, je ne l'avais pas fait puisque c'est dans le nord et c'était assez loin. Et là, je voulais découvrir. Incroyable. Tout le monde le dit, tout le monde aime San Francisco, mais c'est une ville géniale. Good vibes à fond, c'est hyper healthy, tout le monde fait du sport, on mange bien en Californie, il y a du bon fromage, il y a du bon vin, il y a de la bonne bouffe, alors que le reste des États-Unis, clairement, il faut se le dire, on mange mal. Vraiment, j'ai adoré San Francisco. C'est une ville très jolie. C'est très, 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 très beau. C'est une ville très préservée, très typique. Il y a une skyline et tout. Il y a un downtown avec des gratte-ciel et tout ça, mais tout le reste de la ville, c'est hyper préservé, hyper typique, hyper comme dans les films. Enfin, le climat, il est génial. Bref, moi, j'ai kiffé San Francisco.
Après, je suis partie un peu plus dans le nord pour visiter plutôt les collines. Après, les Rolling Hills, qu'ils appellent, donc les collines vertes en fait, de Californie qui sont magiques. Magiques. C'est des paysages super sympas. Vraiment, j'ai adoré. Je suis allée sur la côte atlantique. C'était vraiment magnifique, hyper préservé. Il y a beaucoup de faune et de flore incroyables. Et après, je suis partie découvrir les parcs avec les séquoias. Et j'ai vu des séquoias, des giant séquoias. Et encore une fois, faut le vivre pour le croire. C'est immense. Ça fait la taille d'immeubles. C'est magique. C'est la nature qui fait ça. Enfin, pareil, moi, j'ai passé des moments incroyables seule dans la forêt, avec que le bruit de la nature, l'humidité, la senteur de la forêt. On a l'impression, c'est des forêts primitives en fait pour certaines, c'est-à-dire que c'est des forêts qui n'ont jamais été touchées par l'homme. Enfin, elles ont été aménagées avec des sentiers, mais les arbres, personne n'a coupé d'arbres. C'est vraiment primitif, c'est-à-dire c'est préservé depuis des millénaires. Et c'est juste magique. C'est magique. C'est pas des petits arbres qu'on a chez nous, c'est des arbres qui ont 700, 1000, 1400 ans. Et on se balade au milieu de ces arbres-là. Enfin, incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ensuite, après, c'est la Californie du Nord. Je suis partie à Hawaï. Hawaï, c'est... Rien que de dire le mot, j'ai beaucoup d'émotions, vraiment. C'est un de mes endroits préférés au monde. Alors, pas parce que malheureusement, ça a été tellement américanisé que par exemple Honolulu et l'île d'Oahu, je pense que c'est pas représentatif du vrai Hawaï au niveau du paysage, parce que Honolulu c'est hyper bétonné, c'est pas beau, hein, faut se le dire, c'est pas très beau. Si vous aimez les immeubles avec des piscines et tout le bordel, quelques palmiers, ça va vous faire l'affaire. Mais c'est pas beau, c'est des plages artificielles, c'est pas super joli. Par contre, dès qu'on se donne un petit peu la peine et qu'on va aller chercher dans la campagne et qu'on prend le bus, parce que moi j'étais en bus, et qu'on farfouille et qu'on trouve des petites plages naturelles, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Et Hawaï, c'est pas que les paysages qui sont magnifiques, parce que c'est incroyable, hein, c'est pareil, c'est une île volcanique, donc c'est magique, magique. C'est tellement beau, tellement vert, tellement luxuriant. L'eau est transparente, il y a des poissons de toutes les couleurs, il y a du corail, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, même si malheureusement le corail est pas mal détruit parce que les Américains en ont strictement rien à carrer de mettre de la crème solaire qui bute pas la barrière de corail, ils s'en battent les couilles, mais il y a encore des endroits heureusement préservés. Mais au-delà des paysages magiques, c'est la culture hawaïenne qui est incroyable. Le aloha, alors je le prononcerai mal, c'est aloha, c'est magique. En fait, c'est de la bienveillance, de l'aide à son prochain et de l'accueil avec de l'amour. Et en fait, même les gens qui ne connaissent pas, les Hawaïens, ils vous accueillent comme un membre de votre famille. Et ils vous incluent tout de suite, naturellement et gentiment, sans rien attendre en retour, dans leur truc. Donc vous avez besoin de quelque chose, vous êtes perdu dans la rue, vous avez toujours un Hawaïen pour vous aider. Vous rentrez dans le bus, ils vous demandent si vous allez bien. Alors que les chauffeurs de bus, en général, ils sont rincés. Hein. Dans toutes les villes que j'ai fait, ils en peuvent plus, ils sont pas très aimables, faut se le dire. À Hawaï, c'est pas du tout la même vibe. Et puis c'est une île, donc tu vis au rythme de l'île. Ils ont une culture culinaire, un folklore incroyable avec la danse, le hula, la danse hawaïenne qui est très douce. Non, Hawaï, c'est une de mes meilleures expériences de vie. Mais pas seulement le paysage, encore une fois, c'est vraiment autant humain que autre chose. Et ils ont tout un protocole du aloha, en fait, avec le lei, le collier de fleurs. Enfin, Hawaï, c'est... Je pense que Hawaï, c'est un des trucs qui va me manquer le plus. C'est un des endroits que j'aimerais vraiment retourner, en fait. En plus, moi qui suis une ancienne surfeuse, je suis à la Pipeline. Enfin, c'est THE endroit pour le surf au monde. Bref, j'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup nager. En plus, j'aime beaucoup faire du snorkeling. J'aime beaucoup aller à la plage, tout ça. Je suis une nana je suis vendéenne. Hein, je suis née à côté de l'océan. Quasi. Je triche un peu. Je suis arrivée, j'avais 5 ans. Mais donc, du coup, moi, la mer, tout ça, ça me parle. Je suis une nana qui a besoin de la mer, en fait.
Et Hawaï, non, ouais, vraiment Hawaï. Si un jour, vous avez envie de vous faire un voyage et que vous avez envie de kiffer, Hawaï, c'est sûr que c'est génial. Alors, j'ai ma pote Marie, que vous avez entendu probablement le dernier podcast, qui est wrangler dans un ranch au Montana, qui a été en Polynésie et qui m'a dit que la Polynésie, alors c'est dans la même culture, c'est dans le même esprit, moins bétonné. Donc il va falloir que j'aille voir en Polynésie ce que ça donne parce que j'ai adoré la culture hawaïenne. Donc en plus, si c'est moins bétonné, moins américanisé, je vais que kiffer. Parce que Honolulu, il faut se le dire, c'est très moche. Si vous avez envie de découvrir Hawaï et que vous aimez la nature, n'allez surtout pas à Honolulu et n'allez surtout pas à Waikiki. Alors Waikiki, moi quand j'ai réservé l'hôtel à Waikiki, ça me faisait rêver le nom. Je suis arrivée, ça m'a beaucoup fait moins rêver. C'est hyper bétonné, c'est que des hôtels partout, c'est moche. Clairement, faut vraiment se le dire, c'est moche. C'est moche. Mais bon, ça a quand même un peu de charme, j'ai envie de dire, parce que c'est Hawaï, quoi. Et que les mecs, ils sont trop cool, les Hawaïens sont trop cool. Puis il y a des fleurs partout. Enfin, je crois que j'ai vu les plus beaux couchers de soleil de ma vie là-bas, quoi. C'est vraiment magique. Moi, j'ai adoré Hawaï. Ensuite, après Hawaï, j'ai voulu retourner en Californie parce que j'avais pas fait alors, je dis toujours Yosemite Park, mais ce n'est pas Yosemite. Je viens d'apprendre ça aujourd'hui d'un Texan. C'est Yosemite. Donc Yosemite, le parc Yosemite. Je l'avais pas fait, j'avais pas eu le temps quand j'étais dans les séquoias, tout ça. Donc je me suis dit, je vais retourner une petite semaine faire Sacramento, la capitale de la Californie, le lac Tahoe, parce qu'il paraît que c'est très très joli, et Yosemite Park. Sauf que les gars, j'ai fait Sacramento 2 jours, je suis partie au lac Tahoe, et je me suis retrouvée dans une tempête de neige. J'en ai fait un podcast, si vous l'avez écouté, vous savez. Donc je suis restée Keblo pendant 2 jours, 2 ou 3 jours, 3 jours. Je suis restée Keblo 3 jours au lac Tahoe, et j'ai pas pu faire le Yosemite Park du coup. Donc ça c'est un truc, un de mes regrets, parce que je pense que c'est très joli, c'est très très chouette à faire. Notamment pour la faune, parce que je pense qu'il y a pas mal d'animaux là-bas qui sont sympas. Et ensuite, après cette aventure, c'est ce blocage au lac Tahoe, je suis partie au Montana avec ma copine Marie. On a donc fait un podcast ensemble, si vous l'avez écouté, dernier podcast. Et là, c'est comme Hawaï. Le Montana, ça a été une révélation. Les gens sont incroyablement gentils. C'est des gens de la nature, c'est des ranchers, c'est des gens qui ont des ranchs, c'est des gens qui sont au contact des chevaux, c'est des gens de la campagne, des gens simples en fait. On y mange bien. Enfin, en tout cas, moi, dans le ranch où j'étais, on mangeait la viande du ranch, les fruits et les légumes. Enfin, c'était très, très, très bon. Elle cuisinait super bien, Patty, quoi. Petit déj le matin avec les petits œufs frais. Enfin, la viande du ranch. Maintenant, je suis devenue une fanat du American Breakfast, mais le vrai, le bon, quoi. La bonne viande, pas de bacon parce que je suis allergique au nitrite, mais la bonne viande, des œufs, et puis un bon petit café latte, là, à l'américaine, pas trop de sucre dedans. Ah, j'adore. En France, je crois que je vais ramener ça. C'est rigolo ce que je disais tout à l'heure à ma copine Marion. Je reviens en France en étant un petit peu américaine maintenant. C'est rigolo, hein. Je pense que je vais garder un petit peu d'Amérique en moi. Et je suis hyper émue en fait en vous faisant ce podcast. Je m'étonne moi-même de ne pas chialer. Mais je suis hyper émue de vous faire ce podcast parce que j'ai vécu des choses qui sont indescriptibles en fait. C'est tellement fade de vous expliquer ça, comme ça. Par rapport à ce que j'ai vécu, je peux pas vous montrer les images que j'ai dans ma tête en fait. Et ouais, c'est magique. Je suis tellement reconnaissante envers moi-même, c'est débile à dire mais c'est vrai, de m'être offert ce cadeau-là que j'attendais depuis tellement longtemps et j'ai toujours repoussé pour plein de raisons. Et je pense que c'est con à dire, mais sur mon lit de mort, je me dirais, mais putain, merci Steph, à moi-même, note à moi-même, merci Steph, de m'avoir fait vivre ça en fait. Toute cette vie, parce que je suis un peu comme ça en fait. Quand j'ai des rêves, des trucs, je les fais. Alors des fois on peut pas, ce rêve-là de partir plusieurs mois aux États-Unis, je l'ai beaucoup repoussé tout au long de ma vie pour des raisons financières, hein, qu'on se mente pas, hein, parce que ça coûte cher. Et je vais vous en parler, toute l'organisation, comment c'est, etc., dans quelques instants. Mais ça vaut le coup. Et je me dis,
qu'est-ce que c'est tout cet argent que j'ai dépensé dans une vie par rapport à tous ces souvenirs et toutes ces sensations et toute cette expérience que j'ai acquis pendant 3 mois ici. Parce que quand je vais mourir, je me dirai, putain, je l'ai fait. C'était mon rêve de vie de faire ça. C'était vraiment mon rêve de gamine, de gamine de 17 ans. Je m'étais promis un jour que je partirais parce que j'en ai trop envie et je l'ai fait à 41 ans, quoi. En même temps, c'est tard et puis en même temps, je suis trop heureuse, quoi. Et ça m'a donné envie alors, de revenir, bien sûr, avec Flo pour un petit peu plus longtemps. Il faut qu'on trouve un visa pour travailler ici. Et puis, si c'est pas possible, de partir quelques mois, peut-être en Australie, de temps en temps. Voilà. Je me dis, je remettrai de l'argent de côté et je referai un voyage comme ça pour découvrir d'autres pays qui me font envie. C'est une envie, je ne suis même pas rentrée que j'ai déjà envie de repartir, mais ceux qui voyagent sauront exactement de quoi je parle. On a toujours envie de repartir avant de rentrer d'ailleurs. Mais vraiment, c'était magique. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour moi. Vraiment. Et je serai auto-reconnaissante de ça tout le reste de ma vie. Et c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit en podcast, mais j'ai dit pas mal à mes copains, à mon entourage. Je suis partie avec 25% de confiance en moi. Je pensais, en partant, réellement, que j'avais vraiment confiance en moi, que j'étais une nana bien dans sa peau. Et en fait, avec tout ce que j'ai vécu ici, je reviens avec 225% de confiance en moi. Et je me suis aperçue que finalement, je n'avais pas vraiment confiance en moi avant et je ne savais pas vraiment qui j'étais. Et j'ai dit, il n'y a pas longtemps à ma copine Mama, Mama toujours, la meilleure, Radio Mama, les podcasts, je ne vais pas dire que je suis sa fan number one parce que ça va faire con, elle va se dire, putain, mais quelle grosse nièce, cette groupie de Steph. Mais quasi, j'adore ses podcasts, j'adore ses vies. Bref, c'est une super nana, mais vous le savez si vous la suivez. Si vous la suivez pas, allez voir Radio Mama, ses podcasts, ils sont trop dingues, j'adore. C'est une super meuf. Bref. Et je lui disais, elle me demandait, alors Steph, ça va, tu es bientôt rentrée, trop hâte de te voir pour que tu me racontes machin. Et je lui disais, eh bien écoute, elle m'a dit comment ça s'est passé et tout. Je lui dis, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais finalement pas tant que ça, moi-même. Je me suis rencontrée pendant ce voyage. J'ai appris à vivre avec moi, la solitude en fait. Je suis quelqu'un qui, depuis enfant, a peur d'être seule, peur de la solitude. Pour vous expliquer un petit peu, depuis gamine, j'ai toujours été terrorisée d'acheter une baguette de pain. Il y a quelques années, aller boire un café, il y a 5 ans, c'est pas long, aller boire un café toute seule, c'était impossible à faire pour moi. Tellement j'avais peur de me retrouver seule en fait, seule avec moi-même. Et de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser ? Pourquoi elle est seule ? Et en fait, aujourd'hui, j'en suis arrivée à faire un road flight trip aux USA de 3 mois, toute seule, de A à Z. Personne n'est venu avec moi, n'est venu me rejoindre. Je me suis fait des copains sur place, bien sûr. Alors, j'ai passé une semaine avec Marie, ma copine, bien entendu. Mais what the fuck, en fait, la coïncidence, c'était génial. Au Montana, je précise, Marie. Et je me suis fait des copains ici. Mais je suis partie toute seule. Je ne suis pas partie avec mon chéri, je ne suis pas partie avec une copine qui partageait ce voyage avec moi de A à Z. Non, je suis partie toute seule. Et en fait, au début, je ne vous le cache pas, et si vous écoutez mes podcasts, vous le savez que ça a été très dur parce que j'ai eu vraiment un gros travel blues au début du voyage où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Et aujourd'hui, j'ai le travel blues à l'envers, je suis triste de rentrer en fait. C'est très rigolo. C'est très rigolo. Parce que en fait, on s'habitue à tout. Et au final, ce que j'ai appris de moi-même, c'est que je suis une bonne personne. Et c'est tout con à dire, mais parfois, souvent je dirais, les gens qui n'ont pas confiance en eux, et moi c'est mon cas, même si je fais la fanfaronne sur les réseaux, j'ai un côté où j'ai pas du tout confiance en moi. Sur beaucoup de choses, je me remets constamment en question, j'ai peur de déranger les autres, j'ai un côté un peu timide comme ça dans la vraie vie. Parce que sur les réseaux, quand je fais mes sketchs, je joue des personnages, donc c'est pas vraiment moi, vous l'aurez compris les gars. Et dans la vraie vie, je suis quelqu'un de plutôt timide, ce que vous connaissez dans les podcasts notamment. Dans les podcasts, c'est vraiment moi, je joue pas à la comédie, c'est vraiment, je joue des balles, ma life, comme si vous étiez ma pote et assis sur la chaise en face que je vois de mon lit là par exemple. Et c'est vrai que j'ai un côté comme ça, j'ai un côté très timide, j'ai pas envie de déranger les gens, machin. Et en fait, je me suis aperçue pendant ce voyage, vu que j'étais toute seule avec moi-même,
j'étais obligée de méditer, de réfléchir, de me dire, bah tiens, par exemple, je sais pas, quand il y avait des gens qui avaient besoin d'aide, faisaient tomber un truc, ou un gamin qui, je sais pas, machin, bah j'aidais. Et en fait, à voir des trucs comme ça, à me voir faire des trucs comme ça, je me suis dit, mais en fait, Steph, t'es une bonne personne. T'es une bonne personne. Il faut que tu t'aimes un petit peu plus finalement. Il faut que tu apprennes à apprécier qui tu es. Et pas tout le temps en permanence te dire, ouais, j'ai pas fait ça bien, ouais. Je suis très critique envers moi-même, je suis très dure en fait avec moi-même. Et ce qui fait que ça me rend perfectionniste dans mon boulot, dans plein de trucs. Ça m'a donné vraiment beaucoup de qualité dans mon travail. Mais parfois, je suis trop dure et ce qui fait que ça m'a valu quelques burn-out dans ma vie, ça m'a valu quelques petites dépressions. Donc, ça m'a fait du bien de faire ce voyage avec moi seulement, parce que ça m'a permis de voir que je peux avoir confiance en moi. Et c'est pas grave, en fait, si je fais des erreurs, ça arrive à tout le monde. Et personne n'est parfait. Et j'ai des défauts, mais j'ai aussi beaucoup de bonnes qualités. En fait, ça m'a permis d'être très, très, très objective avec moi-même et de m'aimer un peu plus. Et putain, ça fait du bien, quoi. Et je reviens en France, je suis hyper bien dans ma peau. J'ai confiance en moi. C'est con à dire, mais j'ai confiance en moi. Bon, voilà ce bilan sur les US. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les donner en commentaire. Vous me les posez en commentaire. J'y répondrai en dessous de ce podcast. Je lis toutes les questions des podcasts et j'y réponds à chaque fois dès que je peux, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Là, ça va être la deuxième partie. Ce podcast va être très long. On va parler de l'organisation et comment j'ai organisé mon voyage toute seule. Je voudrais préciser combien ça a coûté, etc., etc. Je voudrais préciser que je ne suis pas du tout passée par une agence de voyage. J'ai tout fait toute seule. Vous allez me dire, mais comment t'as fait? C'est incroyable. Pas du tout incroyable. Je vais vous dire, je ne suis pas sponsorisée, je précise. J'ai fait tout mon voyage avec ChatGPT et Gemini. J'ai organisé mon voyage au fur et à mesure, c'est-à-dire j'organisais 15 jours par 15 jours. J'avais une trame, un circuit. Je savais que j'allais faire Texas, Louisiane, désert, Californie, Hawaï, Montana et repartir au Texas. Je savais que j'allais faire ce circuit à peu près dès le départ. La fin était un peu floue au départ, mais milieu de voyage, tout était bouclé. Je savais quel circuit j'allais faire. Par contre, toutes les résas d'hôtels, les locations de bagnoles, tout ça, je l'ai fait au fur et à mesure. Donc, je vais vous donner tout ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Donc, j'ai réservé mes billets via Skyscanner. J'allais dire Flight Radar, rien à voir. Skyscanner, qui est une appli qui compare tous les vols. Vous avez Google Flight aussi qui marche très bien. J'ai pris le plus pratique et le moins cher. Le budget global, on va peut-être commencer par là. Le budget global du voyage m'a coûté 15 000 €. Alors, m'a coûté, parce que oui, j'ai eu 2 sponsors. J'ai eu Anit et Nelumbo. Mais c'était des petits montants de sponsoring qui m'ont juste permis de payer mes charges en France, c'est-à-dire ma pension de chevaux et mon crédit de voiture. J'ai envie de vous dire ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal. Mais ce sponsoring-là m'a juste aidé à payer mes charges. Ils n'ont pas du tout financé le voyage. Le voyage, je l'ai financé entièrement de ma poche avec l'argent que j'avais de côté et ça m'a coûté 15 000 € pour 3 mois, à savoir 5 000 € par mois. C'est beaucoup et en même temps, c'est pas tant que ça parce que pour ceux qui voyagent, vous le savez, une semaine par exemple à l'île Maurice ou aux Seychelles, c'est vite 5 000 balles. Donc moi, ça m'a coûté 5 000 balles par mois. Tout ce qui est hôtel, je l'ai réservé via Booking. Je réserve beaucoup via Booking parce qu'il y a des avis et ça me permet de voir un petit peu comment l'hôtel est et c'est plutôt fiable. Je demandais à chaque fois à Gemini l'emplacement en fait de l'hôtel que je voulais réserver, si c'était safe pour une personne seule. Plusieurs fois, j'ai été très emmerdée, notamment à la Nouvelle-Orléans, parce qu'il n'y a presque pas de zone safe. J'ai choisi la moins pire. Mais en fait, Gemini, à chaque fois, me disait « Mais non, ne te mets pas surtout dans ce quartier. Il y a beaucoup de drogués, il y a beaucoup d'homeless, il y a beaucoup d'insécurité, de criminalité, etc. » Donc, ça m'a permis vraiment de voyager de façon safe, puisque à chaque fois que je voulais visiter quelque chose ou que je voulais prendre un hôtel, je demandais à Gemini. Alors, j'ai beaucoup fait Gemini, moins ChatGPT, parce que
Je trouve que ChatGPT, je sais pas, des fois il se plante. Alors Gemini aussi, hein, j'ai envie de vous dire, des fois Gemini. En plus, il te tient tête, Gemini, c'est vraiment un connard. Tu lui dis non, je viens de me renseigner, ils ne font pas de smoothie dans ce restaurant. Si, ils font des smoothies, il est relou, tu vois. Mais je trouve qu'il est quand même un peu plus fiable que ChatGPT. Donc je me suis beaucoup servi de Gemini pour ça. Pareil, pour faire les visites, on m'a beaucoup demandé, mais comment tu savais quoi visiter ? Bah pareil, je demandais. En fait, je demandais à Gemini, voilà, je suis à tel endroit, enfin, avant de faire mon voyage, je lui disais, je vais aller visiter les canyons, j'ai 15 jours à passer dans les déserts, fais-moi un road trip avec les meilleurs canyons ever à faire. Et en fait, il me créait un itinéraire, et moi, je louais une caisse, et puis voilà, j'allais tout simplement sur l'itinéraire que Gemini m'avait prévu. Alors, bien sûr, je comparais, je vérifiais derrière, hein. Ça m'a pris des jours et des jours. Je ne sais pas combien de jours ça me prenait. Je dirais pour faire 15 jours de voyage, ça me prenait environ une demi-journée, quoi. Soit une après-midi, soit une matinée, où je réservais ça que à la réservation des bagnoles, des hôtels, des vols, parce que des fois, les vols inter-États, pas international, mais intramuros, enfin pas intramuros, interne, voilà, interne. Aux États-Unis, ça coûte rien. Tu peux voyager pour 50 balles, 100 balles. Alors moi, j'avais des bagages, donc ça montait. En moyenne, je devais en avoir pour 200 € le billet d'avion, quoi. Donc c'était vraiment pas cher. Ça m'a permis d'aller un petit peu partout, de faire un petit peu ce que je voulais. Donc c'est cool. Pour les locations de voitures, je suis passée par deux trucs. Carigami et Rent-A-Car. Carigami, je suis pas fan du tout, ça a bugué pas mal, par contre c'est moins cher. Et Rent-A-Car, c'est un petit peu plus cher, mais par contre, pareil, c'est deux comparateurs de loueurs, mais c'est plutôt fiable. Pareil, j'avais pris une assurance via ma carte bancaire, parce que, et pour les frais de santé, et pour les frais d'accident de voiture, de responsabilité civile notamment, parce que ce qu'il faut savoir, ici aux États-Unis, si jamais vous écrasez quelqu'un, vous blessez quelqu'un sur la route, ça coûte un bras. L'ambulance, alors on m'avait dit les tarifs, mais je crois que c'est 20 000 balles de ta poche, hein, pour appeler l'ambulance, que l'ambulance vienne te chercher. 20 000 balles, après tu passes à l'hôpital, ça coûte, je dis n'importe quoi, 50 000 balles pour te remettre une prothèse et un machin. Enfin, donc en fait, faut prendre une assurance. Alors moi je m'étais renseignée notamment chez des partenaires qui m'ont dit c'est 500 balles par mois. J'ai dit non mais les gars, arrêtez. Donc, j'ai pas pris l'assurance, hein, terminus. Et du coup, j'ai pris une autre carte bancaire qui est une Visa métal. Et en fait, ça couvre jusqu'à 1 million €. Et sur les frais de santé et sur la responsabilité civile. Donc, quand tu as un accident de bagnole, quoi. Donc, ça me coûte 9 € par mois, les gars. C'est une carte bancaire qui fait crédit. Donc, parce qu'aux États-Unis, c'est pareil, il faut une carte bancaire de crédit, pas de débit, comme on a l'habitude d'avoir. Donc, elle fait crédit. En plus, c'est assuré. Tu as une assurance pour tes vols, tu as une assurance pour tes bagages et ça te coûte 9 balles par mois. Et en plus, j'ai un cashback. Alors pareil, je ne suis pas sponsorisée, les gars, hein, mais je suis chez Boursorama, Boursobank. Et en fait, tu as un cashback. Moi, plus tu utilises ta carte pour payer, plus il te donne du fric. Ce qui fait que je gagne 20 balles par mois, en fait. J'ai un cashback de 29 €. Je paye 9 € ma souscription de carte bancaire. Donc, ça me fait une plus-value de 20 balles par mois. Et formidable, les gars. Meilleur hack ever. Donc, si vous avez besoin d'une carte bancaire et d'une assurance, vous allez chez Boursobank. Si vous voulez être parrainé, envoyez-moi un petit message, parce que je crois que j'ai des codes de parrainage chez Boursobank, comme toutes les banques, là. Et puis, vous pouvez gagner des sous avec. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parraine chez Boursobank. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bon, bah voilà. Après, alors, tout ce qui est bouffe. Vous le savez, si vous avez écouté mon podcast sur la bouffe américaine, que c'est une catastrophe. Si vous ne l'avez pas écouté, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans ce podcast-là. Aucun intérêt. Donc, je vous invite à écouter le podcast sur la bouffe américaine. Ça reste globalement très cher, la nourriture aux États-Unis. Très cher. Donc, c'est un vrai gros budget, même quand on fait ses courses. Donc, ça, il faut vraiment le prendre en considération. Ce qui est plutôt bien, c'est en contrepartie, l'essence ça coûte rien. C'est 3,80 $ le gallon, par exemple, aux États-Unis, au Texas. Bon, selon les États, c'est plus ou moins cher. Il y a des États où c'est très cher. Par exemple, en Californie, c'est 6,80 le gallon. Donc, un gallon, c'est 4 litres, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, au Texas, on fait son plein pour 30 $, quoi. Donc, c'est rien.
En Californie, ça ressemble plus à ce que nous, on connaît. C'est plus les prix de la France, quoi. Californie, c'est très très cher. C'est très 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 cher. Donc voilà, après que dire d'autre, c'est tout, hein. Faut se laisser porter, faut pas avoir peur. Moi, c'est vrai qu'on m'a souvent demandé, mais t'as pas peur, t'es une femme seule, comment tu fais? Donc moi, comme je vous ai dit, hein, je demandais à Gemini, est-ce que c'est un endroit safe? Quand je voulais sortir le soir, par exemple, je suis sortie pas mal le soir à Las Vegas, je demandais à chaque fois à Gemini, est-ce que c'est safe pour moi de sortir ce soir à Las Vegas? Il me disait, alors, à Vegas, il y a des flics partout, donc oui. San Francisco, ça dépend des quartiers, voilà. Donc, en fait, Gemini ou ChatGPT te dit tout. Donc, moi, j'ai fait tout mon voyage comme ça. J'ai pas pris d'agence. J'ai fait une seule excursion, un guided tour. C'est à Antelope Canyon, le fameux canyon instagrammable de la mort. Ah non, j'en ai fait 2. J'ai fait Antelope Canyon et j'ai fait le Jurassic Valley, la vallée de Jurassic Park à Hawaï. Sincèrement, vraiment en toute transparence, c'était nul à chier. Ça m'a coûté un bras. Antelope Canyon, ça m'a coûté $116. C'était nul. Parce que, en fait, la meuf... t'as pas le choix. Hein. Si tu veux voir Antelope Canyon, de toute façon, t'es obligé de payer un guided tour. Donc, t'as pas le choix. Mais c'est blindé de touristes, tu te fais bousculer dans tous les sens, le guide il te gueule dessus parce que c'est la queue leu, donc faut se dépêcher, nul à chier, c'était le pire truc que j'ai fait. Bon, Antelope est magnifique, mais ça vaut pas $116 et de te faire bousculer dans tous les sens, non. Et à contrario, le Jurassic Valley, ça coûtait moins cher, ça coûtait $50, mais c'est magnifique, le paysage était magnifique, ça les valait sincèrement, ça valait $50, mais par contre le guide, il te conduit juste dans la vallée, quoi. Il n'y a rien d'intéressant. Donc franchement, moi, je ne suis pas pour le peu d'excursions que j'ai fait, j'étais déçue. Donc je ne serais pas à vous dire, ouais, il faut faire des guided tours partout, nanani, nanana. J'ai une copine, il n'y a pas longtemps, qui m'a demandé, je vais aller à Las Vegas au mois de juin, et on voulait prendre des excursions pour ci, pour ça. Mais je lui dis, mais non. En fait, dans les parcs, vous avez des rangers, vous avez des visitor centers, des accueils pour les touristes, où il y a des rangers dedans, ils vous expliquent tout. Ils vous racontent tout ce que vous avez besoin de savoir. Déjà, vous avez à bouffer, vous avez de l'eau, vous avez tout ce qu'il faut, des machins pour acheter, blabla. Vous avez des toilettes. Alors ouais, putain, ça c'est magnifique. Aux États-Unis, toutes les toilettes que j'ai fait sont propres. Même en plein milieu d'un parc. Même sans eau, c'est propre. Ça, c'est incroyable. Ça, par contre, c'est vraiment un truc génial. Qu'on n'a pas en France, il faut se le dire. Nos toilettes puent la pisse, on pisse partout. Aux États-Unis, c'est interdit, tu peux pas pisser dehors, sinon tu te fais embarquer. Donc tout est propre. Enfin, franchement, aux États-Unis, c'est propre. Après, ils ont des sacs plastiques, ils ont un peu de pollution partout, parce que notamment au Texas, c'est un peu crado, parce qu'ils font pas de recyclage. Mais enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Et du coup, j'en étais à vous dire, Visitor Center, il y a des rangers, ils sont là pour ça. Et en plus, ils sont adorables. Vous leur dites, voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que vous me conseillez? Ils vont te dire, vous allez aller sur ce trail-là, c'est vachement bien. Est-ce que vous avez de l'eau? Ils sont adorables. Ils sont adorables. Ils sont toujours là à te dire, si vous avez besoin de quelque chose, on est là. Ils t'expliquent l'histoire de la faune et de la flore. Ah, c'est pareil, au Montana, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait Yellowstone. Le parc Yellowstone, c'était incroyable. On a vu un grizzly, on a vu des bisons, on a vu un élan. C'était dingue, bref. C'est dingue, j'ai oublié de vous dire ça. Donc voilà, pour l'organisation, je me suis débrouillée comme ça, toute seule. Franchement, les gars, j'ai envie de vous dire, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de sorcier, faut juste pas être une flippette, parce qu'effectivement, des fois, tu te retrouves toute seule. Je me suis perdue quelques fois dans les canyons aussi. Tu captes pas avec ton téléphone, alors tu te perds une fois, hein. Après tu télécharges les applications qu'il y a, parce que tu as des applications dans les parcs, hein. Souvent, notamment au Yellowstone, tu as une application avec le plan et tout ça. Et sinon, les rangers, ils te donnent des plans papier. Donc, tu peux te repérer. Mais franchement, ça se fait très bien, hein. Faut juste vraiment être super sécure. C'est-à-dire que si tu es tout seul, tu pars pas dans le désert, dans les canyons, sans 2 bouteilles d'eau, par exemple. Tu pars pas dans le désert pendant 4 heures sans bouteille d'eau et un snack. Il faut vraiment, tu vois, tu penses dans un snack aux États-Unis, c'est tout n'importe quoi, c'est à bouffer, quoi, un truc pour bouffer, quoi. Moi, j'en ai toujours une banane, j'avais des graines, j'avais toujours de l'eau, j'avais 2 fois mes besoins d'eau. Par exemple, j'emmenais pour une excursion de 4, enfin, je sais pas, on va dire 2 heures, j'emmenais 2 bouteilles d'eau, 2 litres d'eau, minimum. Alors, c'est lourd, mais dans les déserts, il fait très chaud.
et t'es très content très vite d'avoir tes bouteilles d'eau. Parce qu'il n'y a pas l'eau courante et tu captes pas, et puis si tu te perds et machin. Alors, pour vous rassurer largement, je me suis perdue une fois, et franchement, c'était pas un parc, hein, c'était un trail que des vlogueurs avaient dit d'aller voir, donc c'était un peu sauvage, on va dire, entre guillemets. Le chemin n'était pas très bien entretenu, c'était pas dans des parcs. Mais si vous allez dans les parcs, les state parks, les national parks, les federal parks, c'est tenu par des rangers, tout est hyper bien indiqué. Tu ne peux pas te paumer, c'est impossible. Ou alors tu es vraiment complètement con et tu t'es parti au milieu des canyons et tu as quitté le chemin. Et là, tu es con parce que c'est dangereux, mais tu peux pas te paumer, c'est impossible. Si tu suis bien le trail, tu peux pas te paumer. Après, si tu fais un peu de la merde comme moi, c'est-à-dire que tu vas avoir un trail un peu sauvage et que tu te mets au milieu des montagnes, oui, tu peux te paumer, mais c'est parce que j'ai fait un petit peu la faux-folle, quoi. Mais sinon, tu peux pas te paumer. La conduite aux États-Unis, c'est un peu spé, hein, faut se le dire. Faut pas être trop une flippette sur la conduite parce que, par exemple, à Las Vegas, tu as 12 voies. J'exagère, je crois que je sais qu'un soir, j'étais en train de conduire sur le périph' à Las Vegas et je me suis dit, putain, il faut que je compte le nombre de voies. Et j'hésite entre 8 et 12. Je sais que c'est minimum 8, mais j'ai un doute si c'est pas 12, si on n'avait pas 6 de chaque côté. Je crois que c'est ça. Las Vegas, c'est what the fuck. Ils conduisent un petit peu comme des sagouins et ils ont le droit de doubler par la droite. Donc ça peut un petit peu choquer et puis déboussoler au départ. Mais encore une fois, si moi je l'ai fait, j'ai conduit dans toutes les plus grandes villes des États-Unis, de l'Ouest américain, San Francisco, Las Vegas, Austin, Dallas, Houston, New Orleans, tout ce que vous voulez. Si moi j'ai réussi, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, quoi. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez envie de partir toute seule et que vous êtes une femme aux États-Unis, franchement, mais faites-le, quoi. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Si vous êtes un peu de jugeote, vous faites gaffe à vous, vous pensez aux éléments de sécurité, vous allez grave kiffer, quoi. Donc non, c'est un voyage qui est totalement faisable pour une femme seule, qui est safe. Je me suis jamais, jamais fait agresser. J'ai eu une mauvaise expérience dont je vous ai parlé en Louisiane, j'en parlerai dans un autre podcast, mais je ne me suis jamais fait agresser. Je me suis fait emmerder dans la rue comme on se fait emmerder dans n'importe quelle ville en France. Tu dis stop, tu parles pas, tu passes ton chemin, tout va bien. T'as des flics partout. Et tout le monde est armé en fait aux États-Unis, hein, surtout au Texas, tout le monde a un flingue. Donc j'ai envie de te dire, personne ne te fait chier parce que les gens pensent que tu as un flingue dans ton portefeuille, dans ton sac à main. Donc j'ai envie de te dire, personne ne te fait chier. Donc non, moi je trouve, vraiment, hein, en toute objectivité, dans toutes les plus grandes villes que j'ai fait aux États-Unis, et j'en ai fait un paquet, j'ai fait Miami, New York, alors pas dans ce voyage-là, hein, mais Miami, New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, bref, tout ce que je vous ai dit. Je me suis sentie globalement, c'est pas partout pareil, mais globalement plus en sécurité qu'à Paris, les gars. Paris, je suis terrorisée. Paris, ça craint. De ouf. Et en plus, t'as presque pas de flics, en fait. Moi, Paris, la dernière fois que j'y suis allée, je traverse la rue, j'arrive sur le trottoir, il y avait un mec qui se faisait exploser la gueule contre le trottoir, il y avait une flaque de sang. Et le mec continuait de le tabasser, moi je suis passée à côté en pleurs. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette merde ? Paris, c'est une ville de merde. Excusez-moi si vous habitez à Paris, mais vraiment, je porte pas cette ville dans mon cœur. Hein, vraiment, c'est hyper stressant, il y a énormément de criminalité, c'est vraiment une ville de merde, qu'on se le dise. C'est très joli, mais alors c'est une ville de merde. Et moi, à Paris, j'ai peur. Je me sens pas du tout en sécurité. Vraiment, à chaque fois que j'y vais pour des événements, j'y vais que pour les événements et je ne sors pas de l'événement parce que la dernière fois que je suis sortie pour juste aller prendre mon métro et mon train, je me suis retrouvée avec un mec qui se faisait exploser le crâne contre un trottoir. Et pourtant, on était dans un quartier qui était censé être qui craint, quoi. Donc vive Paris, j'adore cette ville, vous l'aurez compris. Désolée pour tous les Parisiens qui kiffent Paris, hein, ce n'est pas du tout contre vous. Mais vraiment, j'ai toujours eu des emmerdes à Paris, j'ai toujours été... j'ai vu tout le temps des trucs bizarres et vraiment pas en sécurité, donc du coup, je suis pas trop fan, quoi. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura apporté quelques réponses si ça vous intéresse de voyager seul. Moi, c'était la meilleure expérience de ma vie, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me faire vos retours, bien entendu, sur Instagram, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. Vous m'envoyez un petit DM, ça me fera trop plaisir.
Ou alors vous mettez un petit commentaire en dessous de ce podcast. Hein. Comme je vous l'ai dit, je lis toutes les questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me mettre un petit 5 étoiles à ce podcast, ça me fera grand plaisir. Et si vous kiffez, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Salut!